Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Géopolis cette semaine sur Equinox Télévision. Elle est au cœur de l'actualité ces derniers jours à l'occasion de la session parlementaire de novembre à l'Assemblée nationale. Elle, c'est Patricia Tomaino-Ndam, la députée UDC du NUN, qui nous fait l'amabilité de prendre part à ce programme Géopolis. Avec elle, nous évoquons la session budgétaire qui vient de s'achever à l'Assemblée nationale, la crise anglophone et les scrutins de 2018 au Cameroun. Bonsoir, honorable Patricia Tomaino-Ndam. Bonsoir, monsieur Zogo, et bonsoir à tous les téléspectateurs de Géopolis. Merci de nous faire l'honneur de venir sur le plateau d'Equinox Télévision, participer à cette émission de... Bonne image. Voilà. Alors, pour revenir à la session, c'est une session d'adoption de la loi de finances. Ce qui s'est passé, je ne sais pas, je ne m'y attendais pas. Il y a ce fameux lors de l'adoption, oui. il y a Quand ce je qui s'est suis passé. partie Oui. de chez moi ce jour, j'étais tellement concentrée sur le message, la contribution de l'Union démocratique du Cameroun. Et même si vous faites revenir les images à la plénière, vous allez voir que je n'ai pas de télé. J'avais fait savoir à mes collègues que nous devions présenter notre position. Et donc, on a travaillé longtemps. On ne s'imaginait pas que ça devait se terminer par cette scène que nous avons vécue. Et évidemment, c'est accidentellement que j'ai blessé mon collègue. J'étais très désolée. J'étais vraiment... C'était inattendu. Évidemment, j'ai présenté... Votre geste, c'était l'expression de quoi? Votre geste, c'était l'expression de quoi? Alors, imaginez ce que je viens de vous révéler, ma concentration. Je suis porte-parole du groupe des députés UDC, un parti politique présent à l'Assemblée nationale depuis longtemps, une présence assez constante. Et nous ne participons pas aux travaux de la Commission des finances depuis des législatures, malgré le fait qu'à chaque début de législature, nous faisons savoir au président de l'Assemblée que c'est une violation des lois que des députés élus à l'Assemblée ne puissent pas être présents à une commission aussi importante. Ce n'est pas juste. Donc, comme la Commission des finances est devenue comme une chasse gardée, du RDPC et de ses alliés, c'est évident, parce que sinon je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de place pour l'UDC. Le SDF si le SDF est parti politique, l'UDC n'en est pas moins un parti politique. Et je vous ai dit, nous avons une présence constante à l'Assemblée. Et donc, la loi de finances se vote chaque année. C'est très important dans la vie d'un parlementaire. C'est un acte un acte politique très fort et c'est en fait l'aboutissement de nos missions, puisque dans le fond, c'est pour, à travers le budget, améliorer les conditions de vie des populations. Donc, et toutes les méthodes, les étapes dans un pays républicain veut que son adoption puisse l'être après la participation la plus élargie de plusieurs députés. Et quand on dit plusieurs députés, bien sûr, si il y a des configurations politiques représentées à l'Assemblée nationale, c'est la moindre des exigences que ces politiques puissent être représentés dans le débat. Il faut qu'il y ait il faut qu'on ait prouvé qu'il y a eu plusieurs amendements après des débats et que ces amendements, en vue d'apporter des contributions des uns et des autres pour la meilleure adhésion,
Et quand on parle d'amendement, bien sûr, c'est sur la forme, c'est sur le fond, beaucoup plus sur le fond. Après, parce que, au cours de la discussion générale. Au cours de la discussion, même déjà, en commission. Oui, tout à fait. Et en plénière, c'est juste un rituel. Cela devrait être un rituel parce que on suppose qu'en commission, on est vraiment largement débattu. En plénière, ce serait juste un rituel. Mais vous savez, ce n'est pas si simple que ça, la loi des finances. Avant que cela n'arrive même en commission, dans la loi prévoit au Cameroun que nous puissions avoir cette loi des finances 15 jours avant le début de la session. Même ce délai est trop rapproché. Si vous voyez, par exemple, en France, vont en session en plénière de discussion et d'examen du projet de la loi des finances, on attend patiemment plus de 4 heures, puisque les travaux ont commencé à 16 heures. Il était question de la lecture du rapport qui est volumineux et qui s'achève à 20 heures par là. Et donc, le président déclare la discussion générale ouverte. Mes collègues et moi, nous avons immédiatement soulevé nos chevalets. Nous avons immédiatement demandé la parole parce qu'on sait que, généralement, il y a vraiment une bousculade au niveau de la prise des paroles des députés qui veulent parler parce que chacun veut justement présenter la situation dans sa circonscription ou bien au niveau national, mais la situation qui lui semble, parce que c'est l'occasion ou jamais. J'avoue que j'étais d'abord un peu intriguée parce que j'ai regardé de l'autre côté. Je n'ai pas vu les députés RDPC demander à intervenir. J'étais un peu surprise. Et c'est à ce moment que j'ai suivi comment le président du groupe parlementaire du SDF demandait une motion d'ordre. Monsieur Joseph Banazem. Monsieur Banazem, monsieur l'honorable Banazem. Dans le règlement intérieur, on est prioritaire quand on demande, quand il y a une motion d'ordre. Donc, évidemment, le président lui a passé la parole. Pour nous, c'était tout à fait normal. On a suivi ce que monsieur le président du SDF disait et on n'était pas surpris parce que il revient sur les étapes d'adoption qui ne sont pas respectées. On est d'accord avec lui. Vous étiez d'accord là, sur la même ligne? Bien sûr, on est toujours sur la même ligne quant au respect, quant au manquement par rapport à l'adoption telle qu'elle se fait de certaines lois et plus précisément de cette loi importante. Et je me souviens que le président lui a dit, monsieur Banazem, vous avez dépassé votre temps de parole, vous avez parlé pendant plus de 10 minutes. Et évidemment, le président du groupe SDF avait parlé pendant plus de 10 minutes. Et j'ai été surprise aussi de voir que les députés RDPC étaient en train d'applaudir. Et je me suis dit, mais non, ils ne vont pas adopter cette loi comme ça. Et quand ils applaudissent, ça veut dire qu'ils sont d'accord. Généralement, les députés applaudissent après qu'on ait on ait terminé avec la phase de discussion et qu'on ait adopté les articles. Mais là, ils commençaient à applaudir. Évidemment, les collègues de M. Banazem ont envahi, sont allés le rejoindre au perchoir. Mais pendant tout ce temps, nous, on avait toujours nos chevalets levés. On était encore plus désorientés quand le président a déclaré la discussion générale close. Et il a commencé à adopter la loi. Et même si vous regardez les scènes, même quand il a commencé à adopter, on a essayé d'attirer son attention pour lui faire comprendre que nous, on voulait qu'il nous donne la parole. Il ne nous regardait pas, il faisait semblant de ne pas nous voir. Mais en tout cas, nous n'avons pas du tout admis que on refuse la parole à l'Union démocratique du Cameroun à l'occasion de l'adoption, parce que c'est inadmissible quand le président de l'Assemblée nationale s'est levé pour déclarer la loi adoptée
Et j'ai suivi aussi comment il avait l'air de dire, il avait l'air d'entamer un dialogue entre le SDF et lui pour s'adresser aux députés du SDF en leur disant que vous le voulez ou non, la loi sera adoptée. Et donc, ça veut dire que nous n'existons pas. Ça veut dire que l'Union démocratique du Cameroun doit être victime de ce qui se passe entre le RDPC et le SDF parce que il me semble que c'est clair. Écoutez, c'était clair donc que le RDPC savait ce qui allait se passer. Ça veut dire que les autorités qui sont en charge d'assurer l'ordre, qui sont en charge de permettre aux députés d'avoir des séances sereines et de pouvoir travailler avec le plus de sérieux. Ça veut dire qu'ils savaient très bien que la séance allait être interrompue de la sorte. Ils n'ont rien fait pour éviter cela. Et tout ce qu'ils ont trouvé, c'était d'accepter, d'applaudir et qu'on adopte la loi de finances à l'Assemblée nationale sans avoir discuté, sans avoir écouté l'opinion des partis politiques. Nous n'étions pas les seuls. Je me souviens qu'il y a l'UPC qui demandait la parole et je me souviens qu'il y a le MDC, le MDR, oui, monsieur l'honorable Laosso qui demandait la parole. Nous sommes une assemblée où il y a, je crois, 7 partis politiques représentés. On sait très bien qu'il y a les alliés du RDPC qui peut-être ne prennent pas la parole parce qu'ils sont alliés, mais ceux qui ne sont pas les alliés, il faut les écouter. J'étais très en colère. Le chevalet que je continuais de tenir pour que le président nous passe la parole, c'est ce chevalet que j'ai jeté, parce que pour moi, il ne me servait à rien. Ça veut dire que je n'acceptais pas que ça se passe. Non, parce que je trouve que c'est inadmissible. Alors, ils sont venus pour vouloir s'en prendre à vous. Et Dieu merci, on a évité le pire parce qu'il y avait des personnes qui se sont interposées. Cela aurait été plus... Je rends grâce à Dieu parce que la blessure de mon camarade n'était pas très grave. Il aurait pu perdre un œil et là, ça aurait été très, très dangereux. Donc, je suis consciente que cet acte était un peu dangereux, mais ce n'était pas calculé, ce n'était pas prémédité. Je n'ai rien contre mon collègue, ni contre qui que ce soit, député, institut personnel, RDPC. Le régime, oui. Le régime et le système RDPC, oui, mais laissez-nous nous exprimer pour dire ce que nous voulons que ça se passe ou ce que nous trouvons que ce n'est pas correct. Laissez-nous nous exprimer parce que, vous savez, j'ai beaucoup réfléchi. Cette violence dont on m'a fait le procès partout, je voudrais dire ici à tous les auditeurs de Géopolis que cette violence, mesurée à la violence psychologique et la violence morale et la violence qui n'est pas physique en tout cas, que nous subissons dans ce système, ne serait-ce qu'au niveau de l'Assemblée. Je vous ai dit que nous ne faisons pas partie du groupe des commissaires de la commission de loi des finances. Ce n'est pas tout. Même au niveau de nos commissions, pour travailler, c'est très difficile. Vous êtes dans combien de commissions? Nous sommes dans 3 commissions. Est-ce que vous trouvez ça normal? J'ai 2 collègues qui se retrouvent dans la même commission, je pense dans la commission de défense. Qui est aussi une commission importante. Oui, mais comment est-ce que vous vous imaginez qu'il y ait 2 députés sur 4 qui se retrouvent dans une commission alors que nous avons 9 commissions permanentes? Ça veut dire qu'il y a déjà un dysfonctionnement. Dans le cadre de nos commissions, je disais, même pour travailler, quand nous avons une loi à examiner, déjà le délai aussi pour examiner la loi est très court. Je disais que s'il y avait un prix qu'on pouvait donner à l'Assemblée nationale du Cameroun, ce serait le prix de l'Assemblée qui adopte le plus rapidement des lois, parce que la Commission a quelques heures
pour tabler sur une loi, quelle que soit la loi. Et pendant l'examen en commission, évidemment, les commissaires n'ont pas beaucoup de liberté pour rentrer. Et même quand ils ont des amendements, ce qui est souvent rare, ces amendements ne sont jamais acceptés. Et on ne va pas d'ailleurs souvent être surpris à l'Assemblée de voir ces lois revenir peut-être 2 ans après ou l'année qui suit pour les amendements qui auraient pu être corrigés dès la réception. Vous voyez, au niveau de l'Assemblée, ce sont des lois qui sont un peu mauvaises. Je l'ai relevé tout récemment en disant que dans le fond, c'est le gouvernement qui légifère au Cameroun parce que la Constitution est claire. L'initiative des lois appartient au gouvernement et aux députés, au Parlement, mais on se rend compte, et j'ai fait une étude sur toutes les lois depuis 2016 et toutes les lois qu'on a adoptées en 2017, ce sont des lois d'origine gouvernementale. Et même, ce n'est pas un problème si au moins en commission, on permettait aux députés de pouvoir les amender, d'apporter leur contribution. Ce n'est pas le cas. Et ça va, et quand on voit... M. Zogo, ce qui est important que je dise ici en tant que parlementaire, quand on voit la nature des lois, la plupart du temps, c'est des conventions internationales, c'est des traités. La plupart du temps, c'est des lois. Oui, c'est des ratifications. C'est pas mauvais pour un pays, mais nous, au Cameroun, nos populations attendent des lois. Qui viennent pour trouver des solutions vraiment aux nombreux problèmes qui se posent sur le terrain. On souhaite avoir des lois, par exemple, déjà des lois qui régissent les élections transparentes, parce que tout part de là. La gouvernance part de bonnes élections. La gouvernance part d'une bonne constitution. Aujourd'hui, le Cameroun n'est pas le Cameroun de 96. On doit pouvoir évoluer en matière de constitution. Mais le gouvernement... Aujourd'hui, les Camerounais se soignent très mal à des coûts onéreux. On aimerait avoir une loi partage risque maladie. Les femmes au Cameroun trouvent qu'elles continuent à être discriminées. On aurait pu avoir des lois comme le Code de la famille qu'on attend depuis, les lois contre les violences sexistes, les lois contre les violences domestiques. On aurait pu avoir des lois d'ordre social, mais vous voyez, rien de tout ça. Rien de tout ça. Alors, et puis, Honora Thomas Nondam, il y a cet épisode de l'hôtel des députés. Alors, là, vous mesurez qu'il y a de la haine contre vous, ou alors vous dites simplement que c'est le retour de bâton après votre acte à l'Assemblée? Non, pas de... À l'Union démocratique du Cameroun, nous ne sentons pas souvent... Nous voulons rester démocrates républicains. Nous nous disons que nous sommes dans un régime qui continue avec sa passe de pensée unique, qui ne comprend pas que le contexte évolue. Et nous avons, avec vous, découvert que lundi, quand on était à 10h et que la salle de conférence de l'hôtel ne s'ouvrait pas, en fait, c'était des députés RDPC qui étaient allés voir le président et pour lui demander de nous empêcher de faire notre conférence parce que pour eux, c'était de la provocation. Le président a tout bonnement exécuté les désirata, alors que normalement, il aurait pu nous protéger parce que il aurait pu nous protéger comme il aurait pu en plénière. Je reviens en plénière. En plénière, quelle que soit l'ambiance de la salle, le président de l'Assemblée nous aurait retiré la parole à l'honorable Banazem et nous l'aurait donné, même de façon normale et correcte. On aurait pu s'exprimer, sait-on jamais, on aurait pu ne pas s'exprimer, mais au moins on aurait compris qu'il a eu, qu'il sait que c'est une chambre avec des députés qui viennent de tous azimuts, de configurations politiques différentes. C'est très dangereux. Là, il faut se surpasser des fois
Je pense qu'à des moments, il faut pouvoir mettre la responsabilité. Il faut aller au-delà des intérêts partisans quand on est à ce niveau-là et penser à l'intérêt national. Et c'est ce que nous, à l'Union démocratique du Cameroun, nous disons. L'Assemblée doit jouer pleinement son rôle. Vous l'avez vu, le président de l'Assemblée? Vous êtes allé le voir? Mais vous savez que nous avons une réunion, de bureau hier, je crois, et j'ai été convoqué dans le cadre de la réunion du bureau. Le président, c'est lui qui dirigeait la réunion. Vous voyez, je disais les méthodes du ADPC. Ils auraient pu organiser une contre-conférence de presse, c'est-à-dire pour démonter tout ce qu'on aurait dit qui ne tenait pas. Au lieu de ça, ils bloquent la conférence, ils bloquent l'accès à l'hôtel aux journalistes qui n'ont rien à voir et qui ne veulent faire que leur travail. Ça, c'est des méthodes c'est vraiment des méthodes d'un autre temps dans des pays qui sont peut-être des dictatures et ça montre une image vraiment arriérée de la démocratie camerounaise. Quel que soit ce qu'ils veulent faire croire, ça c'est des images qui ne mettent pas vraiment le sens républicain et d'avancée démocratique du Cameroun. Et c'est pour ça que la loi de finances que nous avons votée... Oui, justement. Puisqu'on parle de 4 513 milliards. Oui, alors, pour reprendre le président Cavaille dans son discours de clôture, il a dit que c'est un budget qui montre que le gouvernement entend continuer à lutter pour une croissance forte. Et en même temps, il y aura des défis, Coupe d'Afrique des Nations, élections à venir en 2018. Non, mais c'est un peu contradictoire parce que en termes de défis, quand on voit ce qu'il cite comme défi, le contexte international, les pays qui sont bien organisés ont des réserves. Et puis la Coupe, on l'a tellement désirée, ça veut dire qu'on sait très bien qu'on devait abriter cette Coupe. Et donc, normalement, dans nos réserves, on devrait pouvoir l'attendre impatiemment. Quand on parle d'accroissement et on compte sur l'élargissement de l'assiette fiscale, mais déjà au niveau de l'accroissement, les économistes se demanderaient ce qui aurait provoquer cet accroissement, puisque dans le fond, il n'y a pas des indices sur le panier de la ménagère, ou bien on ne ressent pas qu'il y ait vraiment un accroissement réel au niveau de la productivité, parce que on sent qu'il y a l'inflation est restée, on sent que l'économie a des difficultés, et d'ailleurs l'État a décidé de réduire son train de vie. Décision, je me souviens, d'il y a plus d'une vingtaine d'années, mais jusqu'aujourd'hui, le train de vie n'arrive pas à être réduit. Et il y a toujours eu, parce qu'on ne peut pas dans un pays compter sur les recettes fiscales pour la stimulation économique. On est revenu sur... parce que les leviers en matière de budget, c'est la politique budgétaire et la politique monétaire vont de pair. Aujourd'hui, le problème du franc CFA s'est posé. Nous, à l'Union démocratique du Cameroun, on l'avait depuis longtemps déjà débattu, et c'était clair que si nous continuions avec le CFA, on ne pouvait pas s'en sortir. Ce n'est que cette année qu'apparemment certains courageux économistes du RDPC commencent à revenir là-dessus, alors qu'ils ne voulaient pas en entendre parler. Et maintenant, ça, c'est des discussions. Ça aurait été, par exemple, une interpellation du ministre des Finances. On aurait pu, lors de la discussion de ce projet de loi de finances, lui demander de nous dire la position du gouvernement par rapport au fait que, avec le franc CFA, on a l'impression qu'on est dans un cercle vicieux et entre guillemets, et que ce n'est pas propice à la véritable impulsion d'une économie nationale.
on voit ce qui se passe avec la récession, le fait que, j'ai dit, on ne peut pas compter sur les recettes fiscales. Aujourd'hui, c'est clair que les recettes pétrolières sont de plus en plus basses. Maintenant, quand on parle du côté de l'agriculture, on sait qu'au Cameroun, en matière de production agricole, il faut de la mécanisation. On a des terres, on a des terres fertiles, on a des hommes et des femmes qui sont assez expérimentés. On doit, non seulement au niveau même de la production, il faut une politique, une véritable... Elle n'existe pas. Il n'est pas réaliste. Comment est-ce que vous me demandez de dire qu'il est réaliste? Déjà, si on ne nous permet pas de pouvoir l'examiner comme il se doit, de l'adopter comme il se doit, comment est-ce que vous pouvez penser que nous y croyons, puisque vous savez très bien qu'au cours de l'année, il y a toujours... Aujourd'hui, on fonctionne sur les plans d'urgence. Les plans d'urgence ne font pas partie de ce budget. C'est à part. Oui. Vous voyez qu'il y a déjà un problème. Les lois rectificatives, le président a la latitude de prendre des décisions et puis qui vont venir après... en ordonnance, changer tout ce qu'on a fait. Donc vous ne vous sentez pas concerné quand le président de l'Assemblée nationale dit qu'il faudra que chacun mette du sien pour nous, à l'Union démocratique du Cameroun, l'application de ce budget. Malgré le fait que on ne veuille pas, ou malgré le fait que le gouvernement soit un gouvernement qui est j'allais dire refermé sur lui-même et qui ne reconnaît pas le travail des autres Camerounais. Le président de l'Union démocratique, par exemple, c'était un message que j'allais donner si j'avais obtenu la parole. Il nous a instruit de garder une attitude aujourd'hui au Cameroun par rapport à ce qui se passe, en tout cas de ne pas nous engager dans les querelles et les confrontations systématiques. Parce que pour lui, on ne peut pas vouloir s'en sortir ou se développer quand on reste prisonnier des confrontations à répétition. Et donc, il nous demande, pour assurer la cohésion sociale et l'unité nationale, de rester nous-mêmes. Parce que, dans le fond, nous, sous son intelligence, il nous a toujours demandé de pouvoir observer. Il y a savoir, savoir-faire, savoir-être. Savoir, il exhorte, nous à l'Union démocratique du Cameroun, tous les militants savent qu'il est de notre mission, nous sommes des militants de mission, des responsables de mission, des députés de mission, de chercher à connaître. C'est pour ça que l'éducation, la formation est importante. Formation tous azimuts, formation citoyenne, politique, culturelle, économique, sociale. Le savoir, c'est important. Il faut acquérir des connaissances. Maintenant, on dit savoir-faire. Si on est professionnel quelque part, il faut pouvoir appliquer cette profession. Parce que si on ne peut pas, parce qu'on est un instituteur, si on ne peut pas transmettre sa pédagogie pour le changement autour, ça ne sert à rien. Et savoir-être, c'est le comportement. Ce n'est pas parce qu'on sait qu'on doit nécessairement être hautain, ce n'est pas parce qu'on est au pouvoir, ce n'est pas parce qu'on est membre d'un gouvernement qu'on doit regarder les autres Camerounais comme nous, les opposants, les oppositions, comme si on était des pestes ou bien des personnes. Oui. Le Cameroun est par et pour tous. Ça, c'est la leçon. C'est vous dire que je n'ai pas besoin de ce que M. Cavaillé dit que nous devons. Peut-être c'est à ses collègues RDPC qui s'adressent. C'est à ses collègues RDPC qui s'adressent, qui n'ont de sens que le sens de leur intérêt. Mais nous, à l'Union démocratique du Cameroun, nous, on a pris le sens de l'intérêt national, du sentiment national. En 2016, nous avons, à l'occasion de notre convention nationale, un thème. Notre thème, c'est le chemin des héritages du contemporain, le chemin des héritages du contemporain, du devenir et de l'environnement pour le développement urbanisant durable. Oui.
chemin des héritages. Ça veut dire on doit avoir une expérience. Et nous n'avons de socle que celui de nos héritages, des acquis. Ce sont des acquis traditionnels. Et nous, tradition, ce n'est pas coutume, ce n'est pas tradition qui ne respecte pas la dignité humaine. La Constitution reconnaît les valeurs traditionnelles. C'est pour ça que nous disons toujours, quand on parle de tradition à l'UDC, il faut parler de valeurs traditionnelles. Quand on dit sur le chemin des héritages du contemporain, nous vivons le Cameroun. Le Cameroun, c'est pour nous. Nous devons, chacun doit s'engager. Devenir, pas futur, parce que devenir, c'est dynamique. Et l'environnement, nous devons en tenir compte. Et nous visons l'être humain. C'est pour ça que pour nous, c'est le développement humain durable qui est la finalité. C'est pour vous dire que c'est pour ça que nous n'acceptons pas qu'on ne nous respecte pas. Parce que nous contribuons dans ce pays. Nous apportons des solutions à nos populations. Nous gérons des communes. Et nous n'avons pas... Vous savez ce que c'est que la décentralisation? Chaque jour, nous éduquons les citoyens. Nous voulons qu'ils comprennent leurs droits et leurs devoirs. Et qu'ils, dans leur environnement, qu'ils puissent s'en sortir. Nous leur demandons de trouver des solutions à leurs problèmes. Nous leur disons qu'ils vivent dans un pays extraordinaire. Il pleut toute l'année. Il y a du soleil. Tout pousse. Alors... qu'ils ne viennent pas nous tenir ce discours aujourd'hui parce que nous, on l'a compris depuis longtemps et c'est pour ça que nous sommes debout, malgré tout ce qu'ils font pour que nous puissions ne pas arriver. Et ce qui n'est pas juste parce que, comme on le dit, ce n'est pas parce qu'on est membre d'un gouvernement, ou bien c'est pas parce qu'ils sont majoritaires que l'hôtel des députés va leur appartenir. Comme ça, ce n'est qu'une vue de l'esprit, ce n'est qu'un cas de figure. Quand ils interdisent les députés de l'UDC d'avoir leur conférence à l'hôtel des députés, c'est comme ça qu'ils vont s'accaparer de toutes les autres ressources de l'État pour eux. Ils vont exclure les autres Camerounais alors qu'un gouvernement responsable, c'est un gouvernement qui comprend qu'on doit partager des richesses nationales, qu'on soit de l'UDC ou du SDF ou je ne sais pas quoi. C'est une obligation pour l'État qui gère de pouvoir distribuer les richesses du pays. Alors, sur ce point, on vous a bien compris, Patricia Thomas-Inondam. Alors, autre préoccupation pendant cette session qui vient de s'achever, la crise anglophone. Alors, elle a donné lieu à beaucoup de remous au sein de l'hémicycle, le SDF qui a fait des actions de blocage à plusieurs reprises. Alors, aujourd'hui, on en est où, la crise anglophone? Est-ce que vous comprenez d'abord qu'on n'ait pas pu inscrire ce débat lors de la discussion pendant cette session à l'Assemblée nationale, comme le SDF le réclamait? Depuis la session de novembre 2016, si vous revenez sur vos archives, parce que je sais que vous êtes constant à l'hémicycle et vous suivez les actions des parlementaires, si vous revenez sur vos archives, vous allez voir que nous avons dès le début expliqué aux populations quand nous intervenions que normalement on va au niveau de l'Assemblée pouvoir se saisir de la question anglophone du Nord-Ouest et du Sud-Ouest parce que nous sommes un pouvoir, nous avons des missions constitutionnelles. C'est clair dans la Constitution, la souveraineté nationale appartient au peuple camerounais. C'est le peuple qui est souverain, mais qui est représenté soit par le président de la République, soit par le Parlement, soit à travers un référendum, c'est-à-dire une consultation du peuple, il peut donner son avis. Et l'autorité, c'est clair aussi dans la Constitution, je pense, article 4, l'autorité de l'État est exercée par le président de la République et le Parlement. Donc le Parlement, c'est un pouvoir. Un pouvoir. Il y a dans notre règlement intérieur des dispositions qui sont claires. Lorsqu'il y a un problème national, d'intérêt majeur, le Parlement peut commettre une commission spéciale. On peut aller plus loin encore. Déjà, il y a le fait qu'on devrait porter au débat, en débat à l'ordre du jour, une question, quelle qu'elle soit, qui préoccupe la nation. On en parle et chacun apporte son avis et par là, c'est déjà des voies de solution. Commission spéciale, commission d'enquête parlementaire. Le règlement intérieur le prévoit. On peut commettre un groupe de députés pour aller sur le terrain
avoir des contacts avec les personnes les populations et qui ont une préoccupation. C'est clair. Donc, mars 2017, juin 2017, on était frustrés. On a été d'autant plus frustrés qu'on a appris par la suite qu'apparemment il y avait des députés de cette région étaient allés sur le terrain entre-temps et nous n'en revenions pas parce qu'on est député dans une chambre. Alors, c'est bien après qu'on apprend qu'il y a des députés qui ont été mis en mission et des députés... Par l'Assemblée nationale. Je ne sais pas, excusez-moi. Oui, qui ont été mis en mission. On a appris qu'il y a des députés et les députés qui ont été mis en mission apparemment étaient tous les députés des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, toutes tendances politiques confondues, voilà. Oui, qui sont allés sur le terrain. Alors, la question qu'on aimerait bien leur poser, c'est de nous dire qui les a envoyés en mission, quels sont les rapports, quel est le rapport de leur mission. Est-ce que maintenant, je dois, moi, imaginer que ça veut dire que c'est l'exécutif qui les a commis sur le terrain, puisque dans le cadre de l'Assemblée, on n'a jamais informé les députés qu'on avait envoyé les députés de cette région sur le terrain. Aucun rapport n'est jamais sorti. Vous voyez comment le Cameroun est gouverné. Et maintenant, ça veut dire que c'est clair ce que nous disons, que le Parlement est sous le joug de l'exécutif et ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas, c'est pas normal. Le Parlement devrait, en tant que pouvoir, organiser sa propre enquête. Voyez-vous, oui, tout sur la crise anglophone, vous estimez que l'Assemblée nationale a échoué ou quoi? C'est clair. Elle a échoué dans le sens où elle n'a pas, en tant que représentant des populations, avec les moyens constitutionnels de son règlement intérieur, elle n'a pas pu apporter sa contribution. Elle n'est pas allée au secours en tant que représentant des populations parce qu'on aurait pu imaginer qu'elle se saisisse de la question et qu'elle sorte peut-être, elle aurait pu sortir un rapport qui est attendu aujourd'hui. Après 2 descentes du gouvernement sur le terrain, les Camerounais jusqu'aujourd'hui ne savent pas quel est le rapport, qu'est-ce que cette mission gouvernementale. C'est pour vous dire que le gouvernement déjà a échoué parce qu'on ne voit pas ce qu'ils sont revenus dire aux Camerounais, n'ont rien dit jusqu'ici. Peut-être que le Parlement, si en étant très lâche et en croyant en la République et en croyant au pouvoir législatif, serait rentré avec des éléments qu'on aurait partagés dans la Chambre et qui auraient contribué à des solutions. En tout cas, l'Union démocratique du Cameroun, nous, c'est clair. On est parti de 1961 par rapport à cette crise. La conférence de Fumban de juillet 61 a laissé des héritages, des acquis. Et ces acquis, c'est le dialogue, c'est le consensus pour régler les problèmes du Cameroun quand ils se posent. On a organisé, notre président national a organisé encore le 26e anniversaire de la tripartite pour que les Camerounais comprennent que c'était une leçon, la tripartite. Le Cameroun était divisé en 91. Il a fallu qu'il y ait cette espèce de conférence nationale souveraine qu'on ne voulait pas, qui ne dit pas son nom, en la tripartite, qui rassemblait un demi-millier de personnes, société civile, gouvernement, parti. Ils se sont assis sur une table alors que 8 ou 7 mois avant, c'était la crise, ils ne se parlaient pas, ils ne se voyaient pas. Et c'était au niveau national. Ce n'était pas seulement dans deux régions. C'était une crise quasi-nationale. S'il y avait peut-être 1 ou 2 régions qui échappaient aux villes mortes, tout le Cameroun était embrasé. C'est pour vous dire l'ampleur. Ils ont réussi à s'asseoir sur une table et ils ont pensé Cameroun. Les préoccupations que les uns ou les autres ne voulaient pas entendre ont fini par consensus à être adoptées
à savoir la révision de la Constitution et la décrispation, parce qu'il était question de faire sortir tout ce qu'on avait arrêté. Il était question de pouvoir mettre sur pied les lois sur la communication. Et donc, c'est pour ça qu'on se dit, tant que le gouvernement aujourd'hui ne va pas comprendre qu'il faut un dialogue national. Le nord-ouest et le sud-ouest, c'est le Cameroun. On ne peut pas dire que c'est seulement le nord-ouest et le sud-ouest, c'est seulement les députés du nord-ouest et du sud-ouest qui vont aller régler le problème. C'est seulement les personnes qui habitent. Tout le monde habite au nord-ouest et au sud. J'ai des sœurs et des frères qui sont installés là-bas parce qu'ils ont des familles là-bas. Nos enfants fréquentaient là-bas. C'est très difficile pour nous de ne pas pouvoir leur offrir une éducation normale. Et comme on le dit, toujours à l'Union démocratique du Cameroun, avant les Anglais et les Français, nous étions africains. Nous, dans le Noun, on est plus proche de nos frères Banso, parce qu'on est limitrophes des Bas. Ils sont anglophones, nous sommes francophones, mais on parle la même langue. Qu'un anglophone qui est du sud-ouest, par exemple, et celui-là qui est de Basso. Donc, il ne faut pas oublier que le Cameroun a ce triple héritage africain d'abord. Et c'est ça qui fait cette richesse. Et vous comprenez donc mal qu'on mette actuellement, vous comprenez mal qu'on parle beaucoup plus des terroristes, puisque pour reprendre peut-être encore une fois de plus le président de l'Assemblée nationale, il s'est félicité de ce que le président de la République combatte ces hordes de terroristes dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il faudrait déjà vraiment qu'on établisse ce qui est terroriste. J'ai été traité de terroriste il y a quelques jours. Moi, je pense que les terroristes, c'est ceux-là qui ne respectent rien et qui ne font rien pour qu'il y ait un dialogue national. Si c'est tellement facile, je pense que ce sont eux les terroristes. Alors, si c'est aussi léger, l'acception de terroristes, alors il faut qu'on voie vraiment, qu'on aille sur la question et qu'on puisse savoir si c'est vraiment une question de terrorisme, mais bien sûr que cela ne l'est pas. Il faut rassembler tout le monde sur la table. Ces terroristes-là, entre guillemets, ce sont nos frères et nos sœurs qui sont devenus, selon une partie, c'est une partie qui les traite de terroristes, mais il faudra qu'on puisse appeler tout le monde. Et il y en a qui ne viendront pas. Alors ceux qui ne viendront pas, ce sera clair qu'ils n'ont pas voulu participer au dialogue. Mais quand on met tout le monde sur la table, on peut débattre. Chacun, surtout pas de sujet tabou. Chacun apporte ce qu'il veut comme changement, comme idée. Et à la fin, il doit soutenir son idée s'il y en a qui veulent la sécession. Et on voit que la grande majorité des Camerounais ne veulent pas de sécession. Il y en a qui veulent le fédéral, qu'on revienne sur le système fédéral. On va voir la mesure. Et à la fin, celui qui veut la sécession va comprendre qu'il est isolé et qu'il n'a pas beaucoup de personnes avec lui et que la grande majorité va comprendre. C'est ça le débat. Le débat, c'est pas interdire aux Camerounais de s'exprimer. C'est de les écouter, d'échanger et d'arriver au consensus. C'est ça. Mais malheureusement, on se rend compte que parce que ces gens, excusez-moi, ces personnes qui ont dirigé le pays pendant longtemps, ont toujours eu l'impression que c'est toujours la pensée unique, parce qu'ils sont au pouvoir, parce que des fois on nous dit quand vous allez arriver au pouvoir, vous allez faire comme nous. Nous, on ne va pas faire comme eux parce que nous, on pense national. On ne pense pas nombril, on ne pense pas partisan, on pense sentiment, patriotisme citoyen, parce que nous sommes dans une république. Et quand on est au niveau national, on se sent vraiment la vocation de pouvoir tout faire pour l'ensemble du pays. C'est un peu ça le problème. Alors, la question du dialogue, vous l'évoquez, mais est-ce qu'on n'avait pas peur que ce dialogue soit en train de s'éloigner? Parce que quand on entend les discours, ils sont plutôt tranchés. Le président de la République est revenu d'Abidjan. Il a tenu des propos plutôt
dur vis-à-vis de ce qu'il considère lui aussi comme des terroristes. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Le secrétaire général des Nations Unies a appelé au dialogue, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, pareil, et l'Assemblée nationale ne suit pas par exemple. On n'en a pas entendu un seul mot du président de l'Assemblée nationale sur le dialogue, dans son discours de clôture à l'Assemblée. Alors il faut se rendre à l'évidence, c'est que le pouvoir qui gouverne au Cameroun aujourd'hui est franchement dépassé et il est incapable par rapport à l'ampleur de la situation. C'est tout ce que je peux dire parce que c'est incompréhensible qu'on puisse avoir les rênes du pouvoir, qu'on puisse avoir les moyens d'État et qu'on voit une situation arriver, prévoir, se gouverner et qu'on la voit mûrir et qu'on soit en train d'assister à son pourrissement. Vous êtes en train de dire que la situation est en train de... C'est la gangrène aujourd'hui, alors qu'on aurait pu la soigner, alors qu'on aurait pu l'éviter, alors qu'on aurait pu je ne sais pas quoi. Et c'est pour ça que l'UDC est revenu sur la tripartite. Si on avait respecté les dispositions qui avaient été prises, parce que c'était un moment unique de l'histoire du Cameroun. Ce gouvernement a tout fait pour piétiner, enterrer ces dispositions. C'est pour ça que nous en appelons à la révision de la Constitution. Il faut que le président soit un président élu à un scrutin majoritaire à 2 tours. Il faut qu'il puisse avoir un vice-président. Il faut que son mandat soit limité. Il y a beaucoup. Le contexte aujourd'hui est différent. Est-ce que ce ne sont pas des demandes comme celles que vous faites là qui font freiner des 4 fers au sujet d'un dialogue qui pourrait non seulement partir de la crise anglophone, mais s'étendre à d'autres aspirations comme celles que vous évoquez? C'est pas ça qui fait peur au régime? On est en République, on est en démocratie. Le meilleur gouvernement, c'est celui-là qui sait faire face aux mutations socio-politiques et qui comprend, comme je l'ai dit tout à l'heure, que il y va de l'adhésion et de la participation de chaque personne. C'est-à-dire, en tant qu'individu, on doit se sentir concerné et on doit pouvoir adhérer à la mobilisation pour la construction et le développement du pays. C'est ça un pays, c'est ça qui fait la force du pays. Et la dynamique a toujours été le résultat d'un négatif ou d'un positif, si vous voulez. C'est ça qui fait la lumière. On le dira jamais assez. Du choc des idées jaillit la lumière. C'est pareil pour l'électricité, c'est clair. C'est les lois de la nature qui peuvent aussi être comprises dans le sens de ce que quand on est un gouvernement qui dont le talon d'Achille, c'est justement se refermer sur soi, ne pas écouter les autres, gérer un pays comme s'il était question de gérer une épicerie personnelle et qui va tomber. Si le Cameroun tombe aujourd'hui, Monsieur Zogo, c'est vous, c'est moi, c'est nos enfants. C'est pour ça que nous, on n'entend pas laisser le Cameroun tomber. C'est pour ça que vous allez voir que des fois, on en a vraiment presque marre. Et on en appelle à tous les patriotes, à tous les républicains de ce pays de comprendre que le Cameroun est par et pour tous. Le Cameroun, on ne doit pas continuer à laisser des personnes qui n'ont pas l'air de voir comment on est en train de sombrer. Alors, dernière partie de cet entretien, Patricia Thomas-Nondam, le scrutin de 2018, qui sont annoncés d'une manière, je crois, quasi définitive. Le président de l'Assemblée nationale en parlait encore dans son discours de clôture de la session de novembre. Alors, ces élections-là, comment est-ce que l'UDC les perçoit d'abord? Les scrutins de 2018, on en a au moins pratiquement 5. Il y aura les sénatoriales, les municipales, les législatives, la présidentielle et peut-être les régionales. Hein, on verra bien s'il y aura les régionales. Mais au moins ces scrutins, 4 au moins sont clairs, ils sont prévus. Alors l'UDC les perçoit comment, de manière générale? Mais c'est clair. Depuis, j'ai amorcé la position de l'UDC tout à l'heure. Il y a des préalables dès les dernières élections, qu'elles soient de 2013 ou bien avant, on a toujours dit qu'il faut, et c'est plus que jamais nécessaire, reviser notre Constitution. En plus du fait que le mandat
du président de la République doit être limité à 5 ans, renouvelable une seule fois. Parce que tout le monde sait que l'usure du pouvoir rend la situation un peu délétère et donc au moins que le président soit élu à une majorité convenable, parce que quand c'est un tour, vous allez avoir un président qui est élu à moins de 20% et la grande majorité des Camerounais ne se reconnaissent pas en lui. En plus de ce il reste président d'un parti politique. L'Union démocratique du Cameroun pense que quand on est président de la République, si on veut vraiment respecter la Constitution qui veut que le président incarne l'unité nationale, on ne peut pas porter le chapeau d'un parti politique. On voit pourquoi tous les Camerounais, tous les intellectuels, tous les administrateurs chevronnés peut-être veulent appartenir au parti du président de la République. Dans nos administrations, vous allez voir qu'il n'y a que ceux du parti du président de la République qui sont nommés à des postes stratégiques et finalement ça fait que il n'y aura pas obligation de résultat, ça fait qu'il n'y aura pas profil de carrière, ça fait que il n'y aura pas performance, et performance de l'administration, c'est ce qu'on attend quand on vote un budget, parce que les dépenses en matière de fonctionnement sont toujours exagérées et on veut réduire le train de vie, mais même comme ça, l'administration, si elle fonctionnait avec les moyens, si elle fonctionnait correctement, mais on va assister dans nos bureaux à des nominations par clivage politique et personne ne se sentira le devoir de faire correctement son travail parce qu'il ne sera pas sanctionné. C'est parce qu'il est gérer des projets qui devraient normalement revenir aux élus. On ne peut pas avancer. Alors, sur les élections, là, vous parliez à vous entendre. Je ne vous ai pas parlé de Elecam. Là, c'est par rapport au présidentiel, mais au niveau même de l'organe en charge de la gestion des élections, c'est grave. Obtenir sa carte d'électeur, ça reste un véritable parcours du combattant aujourd'hui. Et déjà, on n'a pas de facilité pour obtenir la pièce essentielle, à savoir la carte nationale d'identité. Donc, nécessairement, tous ceux qui n'ont pas de carte nationale n'auront pas de carte d'électeur. La biométrie devrait pouvoir aller jusqu'au vote. Quand on utilise la biométrie seulement pour les inscriptions, on ne sait pas qui la personne détentrice de la carte le jour de vote. Est-ce bien la personne qui s'est inscrite au début? Les empreintes devraient pouvoir permettre de coller au moment de voter. Le bulletin unique, c'est important parce que nous, avec l'expérience des élections, on a assisté à un marchandage des personnes qui sortent avec les bulletins qui n'ont pas mis dans l'urne et qui se font acheter. C'est devenu la règle. Et puis, fondamentalement, même il y a un bicéphalisme juridique, c'est-à-dire de par les lois qui ont été mal faites justement parce qu'elles ne sont pas assez discutées entre le président de Elecam et le directeur général de Elecam qui est nommé. Il y a un bicéphalisme qui naît des tests. Parce que quand on dit que le directeur général est celui-là qui va signer le procès verbal de la réunion du conseil électoral, s'il ne signe pas, ça veut dire qu'on ne va pas valider la réunion du conseil électoral. Ça, c'est quand on dit que c'est le directeur général qui nomme, et je vais vous dire que c'est grâce à l'intervention de l'UDC et à la souplesse du ministre de l'administration territoriale lors de la dernière révision du code électoral qu'on a pu faire en sorte que ce soit quand même le président de Elecam qui nomme les responsables de Elecam au niveau régional. Parce que le test que le gouvernement avait apporté, c'était le directeur qui n'avait plus le personnel. Voilà. Et ça doit donner le blocage. Ce sont ces personnes qui sont membres du conseil électoral qui sont assermentées. Le directeur général n'est pas assermenté, mais il a des pouvoirs extraordinaires, financiers, administratifs. Et le plus grave, c'est les commissions locales. La cheville ouvrière de Elecam. C'est cette commission qui devait avoir
beaucoup plus de moyens, mais c'est cette commission qui est la plus pauvre. Alors que c'est cette commission qui inscrit. Le fichier électoral inscrit au niveau des commissions locales et géré au niveau des Yaoundé. Est-ce que vous trouvez ça normal? Aujourd'hui, quand on parle d'inscription, on devrait pouvoir avoir dans chaque localité une liste qui est publiée par chaque commission pour que les gens voient exactement qui est inscrit et qui n'est pas inscrit. Mais quand les commissions au niveau local collectent, ils envoient au niveau national. Ça, c'est pour quelle transparence? Il n'y a pas de transparence. C'est pour quel but de manipulation? Il y a manipulation, même si, même si ce n'est pas manifeste. Après, il y aura que dans le fichier, on va voir que la même personne qui vote dans le bureau B et son nom se retrouve dans le bureau C, etc. On va voir qu'il y a plusieurs personnes qui sont détentrices de cartes d'électeurs. Et même la gestion au niveau des commissions locales fait que les kits se retrouvent partout. Et comme ça se retrouve partout pour recruter les noms et envoyer au niveau central, le niveau central qui est géré par le directeur général, qui est nommé par le président. Vous voyez qu'il n'y a pas de crédibilité. Alors, donc, tout est, le procès verbal, la loi dit que le procès verbal du président fait foi. Seul le procès verbal, quand il y a un problème dans le bureau de vote, c'est le procès verbal du président mettre vraiment en exergue la préoccupation de l'amélioration des conditions de vie des populations de l'être humain. C'est la bonne marche des institutions qui nous préoccupe. C'est le développement du Cameroun qui nous préoccupe. C'est pas l'accroissement de notre pouvoir pour le pouvoir. C'est ce que je dis toujours à mes collègues. Je dis, vous avez le pouvoir. Figurez-vous, j'ai des collègues apparemment qui ont chanté à l'hémicycle encore 20 ans. Encore 20 ans. Je leur ai dit, oui, vous allez peut-être, on ne sait jamais, avoir encore ces 20 ans par les moyens que vous connaissez, puisque vous ne voulez pas réviser la Constitution ni le Code électoral. Mais à quoi vous serviront ces 20 ans? Si 35 ans vous ont servi à amener le Cameroun là où nous nous retrouvons aujourd'hui. Voyez-vous, à l'Union démocratique du Cameroun, nous voulons qu'il y ait à l'Assemblée une émulsion de démocrates, que ce soit des députés, tous azimuts qui représentent des populations. La double nationalité, c'est dans notre avant-projet de constitution. Nous souhaitons qu'on puisse... que cette histoire de nationalité, il faut savoir le gérer. On peut être des parents de deux nationalités différentes. C'est une injustice que d'obliger un parent, un enfant de choisir une nationalité. Ça veut dire qu'on peut gérer la question de double nationalité sans faire en sorte comme semble le craindre. Ça, c'est la raison qu'il donne. Des intérêts étrangers qui viendraient gérer le Cameroun. Non. C'est par étapes. Déjà, rendez justice aux enfants nés des nationalités différentes. Maintenant, il peut y avoir des cas d'intérêt des Camerounais qui sont à l'étranger. Regardez ce que la diaspora malienne fait au Mali, par exemple. Alors, et quand on voit cette histoire de double nationalité, on se rend même compte que dans la plupart des cas, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce système qui sont aussi de double nationalité et qui ne le disent pas et qui empêchent les Camerounais de pouvoir développer le pays. Par exemple, nous, dans le cadre de notre avant-projet de constitution, la diaspora serait représentée à l'Assemblée nationale. Il faut lire notre avant-projet de constitution pour vous rendre compte. Et aussi, une question qui me tient particulièrement à cœur, on inscrirait l'égalité de genre dans la Constitution. La femme ne serait plus seulement une préoccupation au préambule, ou alors on ne ferait plus toujours comme quand on dit la femme, on dit les enfants et les personnes handicapées. Non, la femme, c'est un être humain. Il faut, et elle doit apporter. Et on sent aujourd'hui que le fait de la mettre en écart crée des problèmes. C'est pour ça qu'à l'UDC, on a bien dit, on va inscrire l'égalité de genre dans la Constitution.
Alors, merci, honorable Patricia Thomas Inondam, d'avoir accepté de venir sur le plateau de Géopolis sur Equinox Télévision. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous vous remercions d'avoir accepté de venir nous donner votre point de vue après cette semaine, cette session plutôt folle et puis cette actualité qui vous a malheureusement jeté pratiquement en pâture à l'opinion. Vous savez, à l'Union démocratique du Cameroun, on sait faire face et avancer. C'est moi qui vous remercie. Merci. Et merci pour l'attention de tous les téléspectateurs. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis pendant cette heure et demie d'ailleurs, à ce sujet, sur ce plateau avec Patricia Thomas Inondam, députée UDC à l'Assemblée nationale. Et nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle édition de Géopolis. En attendant, ne zappez pas, restez en compagnie des programmes d'Equinox Télévision. À très bientôt.